Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue et merci à ceux qui nous rejoignent en présentiel ou en ligne pour cette deuxième table ronde. Je suis Martin Collet, je suis assistant de recherche à l'IRIS au sein de l'Observatoire Défense et Climat. Et à ce titre, j'ai participé à la rédaction de la note qui fait l'objet de cette conférence. Et j'ai le plaisir de modérer cette deuxième table ronde. Donc avant de commencer, je vous invite à vous munir des casques qui sont juste à l'entrée, puisque nous aurons deux interventions en anglais. Et les casques ici présents vous permettront d'avoir la traduction si vous le souhaitez, avec le premier canal qui vous permettra d'avoir la traduction en français et le second en anglais. Et pour que les casques fonctionnent, il faut les écarter pour les activer. Voilà. Euh, donc après un premier échange sur les stratégies dans les instances multilatérales, les stratégies de négociation climatique des pays du club de coopération du Golfe, l'idée de cette table ronde, c'est de présenter la manière dont ces stratégies climatiques se matérialisent, et notamment en Afrique, puisque c'est une aire géographique qui fait l'objet de toute une partie du rapport qu'on publie aujourd'hui. Et pour échanger sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir quatre intervenants et intervenantes qui sont experts des relations et de la géopolitique entre les États du Golfe et l'Afrique. Nous aurons donc par ordre d'intervention Madalena Procopio. Madalena, vous êtes chercheuse au sein du programme Afrique du Conseil européen des relations internationales et titulaire d'un doctorat de la London School of Economics sur les stratégies de négociation kenyanes avec la Chine. Vous êtes spécialiste de la géopolitique et des relations internationales en Afrique et vos travaux s'intéressent spécialement à la présence croissante des puissances émergentes sur le continent. Et donc, à ce titre, vous nous présenterez les spécificités des stratégies, notamment de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. À votre gauche, Mathieu Brun, bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de la Fondation FARM, qui est la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et docteur en sciences politiques. Vous êtes également chercheur associé au sein du laboratoire de Sciences Po Bordeaux, Les Afriques dans le monde, et vous avez co-dirigé l'ouvrage annuel de prospective géostratégique agricole et alimentaire, le Déméter, aux éditions de l'IRIS. Et vous nous livrerez donc votre analyse sur les stratégies agricoles des pays du Golfe en Afrique. Euh, Nous avons également en ligne, derrière moi, Eleonora Ardemani. Eleonora, bonjour et bienvenue. Vous êtes chercheuse senior associée au sein de l'Italian Institute for International Political Studies et votre champ d'expertise se situe principalement sur la géopolitique des États du Club de coopération du Golfe, des institutions militaires et des groupes armés du monde arabe. Et vous avez notamment occupé de 2015 à 2020 le poste d'analyste de la région du Golfe au sein du Collège de défense de l'OTAN. Et en 2025, vous avez édité le rapport de l'ISPI sur la manière dont la révolution de l'IA remodèle la défense et la politique dans les États du CCG. Et enfin, à ma droite, Sami Ramdani. Sami, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS et expert de la géopolitique de l'énergie. Et vous arrivez, je crois, au terme d'une thèse sur l'analyse géopolitique du projet Nord Stream 2. Vous avez notamment participé à la rédaction d'un récent rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques sur les stratégies énergétiques et minières des États du club de coopération et leurs répercussions sur la sécurité des approvisionnements en France. Et vous nous livrerez donc votre analyse sur les stratégies intégrales des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite dans les secteurs miniers. Donc dans un premier temps, comme pour la première table ronde, chaque intervenant aura une dizaine de minutes pour vous présenter son analyse sur leurs sujets respectifs. Et on passera ensuite à une série de questions-réponses pour que vous puissiez rebondir sur les différents éléments qui auront été présentés. Euh, je vous propose, Madalena, d'ouvrir cette table ronde, si vous le voulez bien, avec donc une analyse sur les différentes stratégies de certains États du Golfe en Afrique. Thank you very much. Thank you for being here, and thank you so much for the invitation. So at ECFR, we've been working on this topic for the last year and a half, more or less, and it's a
part of a bigger project that we're conducting on the role of middle powers and how they increasingly shape the global order. Over the past 5 to 7 years, we've seen the UAE, Saudi Arabia, and Qatar to have changed their approach towards Africa. The UAE has been the most active, followed more recently by Saudi Arabia and Qatar. They present some similarities and some differences. I'll start with the similarities. They all three have broadened their geographic focus vis-a-vis Africa. They increasingly see the continent beyond historical areas of interest, such as North Africa, the host, and the eastern coast, engaging more widely across the continent, though with different scales, as we'll see. They all see the economic opportunities linked to the continent. Africa is increasingly seen as an economic region of interest, home to a growing population, emerging markets, abundant resources, and geostrategic positioning to access other markets such as Latin America. The energy transition, the acceleration of the energy transition globally has been one of the other commonalities. This morning, in the earlier session, we've heard already a lot of information. In recent years, energy and climate have become more central to these countries' relations with Africa. The global attention to the energy transition has been putting pressure on these states, as we've seen. Their economies are largely dependent on oil and gas, a source that over the last few decades have given them international standing, legitimacy, power, and so forth. With the transition from fossil fuels to cleaner sources of energy globally, comes their need to review their economic model, which has underpinned and largely still does their economic prosperity and political power. So in other words, we took the energy sector as a case in our study, not because it is the only area of interaction between the UAE, Saudi Arabia, and Qatar with Africa. You have agriculture, and we'll hear about it, logistics, real estate, finance, but energy has become a key source, a key force reshaping foreign policy dynamics and relations with Africa in recent years. We're seeing largely a dual strategy, and we've heard it already earlier. So they want to maintain their role as major fossil fuel producers, but simultaneously they want to invest in green energy, both domestically and abroad, to become leaders in new value chains and maintain a role in global energy governance, even post-oil. In this picture, Africa has become particularly interesting for three main reasons. First, it is an emerging energy market. It has a large population that still lacks access to electricity and an industrialization wave that is yet to come, and it's definitely going to be energy intensive. Africa represents a major growth market, particularly for refined oil products, which are the top export for all three countries towards the continent. Africa is also important as a resource provider to fuel these green economies ambitions, renewables opportunities, green hydrogen, and importantly, critical minerals. They're key for the green and digital transitions, including, for example, artificial intelligence, where these players are positioning themselves, but also for the defense sector. Metals, and Eleonora, I'm sure will talk more about these. Metals and minerals, I mentioned refined petroleum products are the main export from these gold players to Africa. Metals and minerals are the leading African import. So they mainly import metals and minerals, especially UAE and Saudi Arabia, with agricultural products in the run-up, and it's the most important for Qatar. Africa is also important for a third dimension, which is African countries can be allies in international forums. Gulf countries are working with African states to promote a vision of the energy transition that is more gradual, that includes a more diverse set of energies and is aligned with Africa's domestic priorities within a broader context of global South solidarity narratives.
Their closer alignment in international fora can have consequences for Europe's own ambitions. From the African perspectives, these Gulf players are seen as a way to diversify partnerships, reduce dependency from the West, and also access more flexible capital to fund their own national development goals. I mentioned similarities. There are also significant differences among the three. And these are basically shaped by very different economic structures and foreign policy priorities. The United Arab Emirates is basically lacks a large industrial domestic base, and its revenues diversification strategy hinges on connectivity, making its Africa policy outward-looking, very expansionist. Africa offers opportunities also to launchpad into other destinations like Latin America. I always bring up the case of Angola, which is on the other side of the continent compared to the traditional areas of interest in the Horn of Africa. And Angola is the one country in sub-Saharan Africa where both DP World and Abu Dhabi ports have a presence along the coast in ports. And this is a testament to the interest in expanding the geostrategic positioning. Abu Dhabi is pretty risk prone, but it still prioritizes economic returns. So it's not pure geopolitical posturing. It's been expanding across the continent, as I mentioned. The political security interference that the UAE has been exerting in the near abroad, Sudan, for example, is a bit less visible to date in operations across the rest of the continent. But expanding economic stakes may push Abu Dhabi to deploy political and security tools more frequently as it moves ahead. The same could apply to more ideological posturing, for example, wanting to play a role in global energy governance and needing African support to mobilize consensus. Saudi Arabia comes from a different situation. It is facing a significant domestic socio-economic pressure with youth unemployment, and it views Africa as a potential contributor to its own economic diversification and identified green value chains as a pillar in its Vision 2030. There are significant internal constraints that have led to a pretty risk-averse approach towards Africa vis-a-vis the UAE, for example, acquiring established firms like it did with one major fertilizer African company. It has so far a more limited geographic engagement across the continent, but it may follow suit, the UAE suit. The engagement is favoring at the moment stabilization and multilateral dialogue rather than a more interventionist approach like we've seen previously especially in the Horn of Africa. But it still remains very transactional and economic driven. There must be economic benefits in it. Qatar, the last of the three, has a slightly different situation compared to the other two because it's gas dependent, not oil dependent, and gas has a sort of longer term. It's considered a longer term transition fuel, so it has a less pressing need to diversify the economy. The geopolitical and economic motivations for Qatar have been largely they were triggered in the 2017 diplomatic crisis imposed by neighboring countries, which basically drove Qatar to seek new allies and economic opportunities also in Africa. But overall, the relations between Qatar and the rest of the continent remain pretty selective. They favor strategic investments with economic and political relevance. They're focused on LNG, gas, aviation, and agribusiness sectors where Qatar is pretty strong, with a focus on a few stable hubs like Rwanda and South Africa, for example.
Contrary to the UAE and Saudi Arabia, Qatar focuses a lot on upstream production in oil and gas, whereas Saudi Arabia and Qatar and the UAE tend to focus more on downstream and midstream, meaning distribution of refined petroleum and maybe the infrastructure needed for that distribution. It focuses a lot on mediation, Qatar, and it knows it's very small and it knows it can play a role in that, acting as a neutral partner and somehow reinforcing its image as a diplomatic broker, balancing economic priorities and global influence. And we've seen it with the DRC and Rwanda very recently. Despite all of these, many of the announcements that we hear are actually expressions of interest. So the relations are still relatively new, and we'll have to see what happens in the coming years, how they come about, actually, what kind of shape they take. What are the implications for Europe of all of these, or what could be? There are both challenges and there are opportunities. The challenges are among the challenges, there are the fact that these countries tend to have a slightly higher risk tolerance than many European companies. They are slightly more, and I mentioned the nuances, with Qatar being the less risk tolerant, but they are a bit more comfortable operating in fragile contexts. They have a very strong state backing. They have a vertical decision making, and their finance is largely more flexible and can be more easily accessed by African players. They also have more flexible governance standards, which can be a challenge for Europeans in African contexts. As I mentioned, vertical decision-making structure, lower emphasis on transparency, gives them greater operational flexibility, though they still largely prefer, with some exceptions, stable environments for investment, because as I mentioned, economic returns are still fundamental for all three of them. The other major challenge for Europe is the fact that these countries' presence in Africa signals potential shifting global influence, with middle powers increasingly able to navigate in between great power competition and positioning themselves. A Gulf Africa alignment may undermine Europe's normative leadership on global issues, including the energy transition. And this is also linked to a strengthening of South-South cooperation through platforms like the BRICS, to which the UAE became a member and Saudi Arabia was invited. But apart from these challenges, and there are a few more, but like time constraints, we can go more into the Q&A. There are also some opportunities that we identified for Europe to cooperate with these countries in African contexts. And it depends on the individual country, but broadly speaking, there is an opportunity to work with them to expand energy access and infrastructure in Africa. And this is not only for Africa's own socio-economic development, but it's also to increase investment attractiveness. The continent still lacks significant access to energy and infrastructure that hinders investment and trade. These can be done by leveraging some of the complementarities. Europe has deeper expertise in sectors like renewable energy and long-standing political and institutional presence across Africa, and experience in dealing with African markets and governance structures, which Gulf countries lack beyond the traditional areas of presence, like in the Horn and North Africa. They don't really know very well Angola, South Africa, Botswana. They're new to these contexts. These Gulf countries also have a certain, to a certain extent, they are risk averse. As I mentioned, they're risk prone, but they also have some risk aversion, especially Saudi Arabia and Qatar. And this may lead them to wanting to pursue joint ventures or brownfield investments, which can be an opportunity for European companies. And we've seen some cases of these. Finally, one of the major complementarities that we've seen is that Europe has a market
market that remains extremely attractive, an attractive destination for African exports, also for Gulf investments in Africa, with Europe as a final destination. At the same time, their availability of capital can complement European development finance, and we have seen precedents, including with the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, to cooperate with these players to roll out investments and projects across the continent. To conclude, in the current complex geopolitical landscape, we think with our work we're trying to in a way convince European decision makers that first they really need to acknowledge the Gulf presence in Africa and that it's been changing, and then there is a need to reflect on adopting a more strategic and collaborative approach with these countries where possible, where there is sufficient common ground. Confrontation will continue to be inevitable in some areas, like the UAE's involvement in the Sudan conflict, but cooperation should not be ruled out. And this is because excluding Gulf countries from Europe's Africa equation today could lead to deeper isolation, reduced autonomy, and even increased dependency due to lack of access to opportunities on the continent, which are fundamental for European companies and European member states. And these could have far-reaching consequences for Europe's, not only for Europe's energy future, but also for its broader economic resilience. So I'll stop here. Thank you. Merci beaucoup, Madalena, pour cette intervention qui permet de bien cerner les nuances entre les États du Golfe. Je me tourne vers Mathieu Brun maintenant, pour que vous nous livriez peut-être votre analyse sur le secteur agricole en particulier et les enjeux qui lient les États du Golfe à l'Afrique dans ce domaine d'investissement. Merci beaucoup Martin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous à l'IRIS. Merci pour l'invitation et merci pour le travail qui est mené dans le cadre de cet observatoire défense et climat avec la DGRIS. Alors c'est très bien. Madalena a pas mal introduit des sujets aussi qu'on va pouvoir discuter sur les questions agricoles. Donc j'ai quelques slides qui me permettront de vous rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire. Mon micro qui fait ça. Bon, j'espère que ça va pour la traduction surtout. Quelques slides qui vous montreront des images de ce que ça veut dire l'agriculture, l'investissement dans l'agriculture dans les pays du Golfe et en Afrique. Donc ça fait quelques années que je travaille sur ce sujet, mais une partie de ce que je vous partage aujourd'hui est issue d'un travail que j'ai fait avec des étudiants de Sciences Po Paris. Donc je voudrais les nommer pour reconnaître aussi leur investissement. C'est Fatima Taba, Cassiopée Bélanger et Arthur Primus, parce qu'ils nous suivent à distance. Je vais développer trois points principaux. D'abord, revenir sur le fait que la sécurité alimentaire, c'est un enjeu clé pour les pays les pétromonarchies du Golfe, un enjeu qui s'est transformé au cours du temps également, mais qui est très important pour leur légitimité politique. Revenir ensuite sur les questions de vulnérabilité aux marchés internationaux, qui a poussé donc ces pays à investir, en particulier en Afrique. On partagera quelques éléments sur ces stratégies d'investissement. Et puis, on terminera un petit peu comme Madalena l'a fait sur les risques géopolitiques complexes, les nouveaux risques auxquels s'exposent les pays du Golfe. Alors, l'agriculture, comme vous le voyez dans les slides qui sont juste au-dessus de moi, est quelque chose qui existe dans les pays du Golfe. Enfin, c'est l'image qu'on a de ces grands cercles dans le désert que vous retrouvez en Arabie Saoudite. Vous avez aussi une image prise depuis les satellites avec ces multiplications de petits cercles où on produit de l'orge, du blé ou de l'alimentation pour les animaux. Donc, ça a été un élément clé dans la construction des États en termes de légitimité politique. Dès les années 50, la famille El Saoud a structuré l'offre agricole autour de banques, autour de ministères, d'infrastructures, d'institutions pour légitimer aussi leur monarchie. L'exemple qu'on a, par contre, c'est effectivement une agriculture dite minière, c'est-à-dire qu'on va chercher profondément dans les ressources fossiles, dans des nappes qui ne sont pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Donc, une fois qu'on n'a plus d'eau, on ne peut plus l'utiliser pour produire. Pourquoi l'agriculture et la sécurité alimentaire est un enjeu important, N'oublions pas que pour les pays du Golfe, qui sont des pays en forte croissance économique
et démographique, avec une population de touristes croissante, mais aussi une population immigrée à bas salaire. Ce sont des pays qui dépendent entre 75 et 90% de l'extérieur pour leur alimentation. Alors, ce ne sont pas des pays qui sont en insécurité alimentaire parce qu'ils ont les moyens, l'accès est possible en termes économiques. Pour autant, sur des produits de base comme le riz, les céréales, la viande ou les légumes, ils s'exposent à des chocs, notamment les chocs climatiques, les chocs logistiques au niveau international et les chocs géopolitiques. On pourrait penser à ce qui s'est passé en 2008 au moment de la crise alimentaire. On a vu une hausse des prix très importante, ou même en 2017 dans les oppositions entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et puis plus récemment avec le Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Donc sécurité et souveraineté alimentaire sont des enjeux importants de sécurité nationale. Et face à ces incertitudes en termes de dépendance au marché, de dépendance à des exportateurs qui ne sont pas originaires de ces pays-là, les pays du Golfe ont beaucoup, se sont lancés dans une forme d'extraversion de leur sécurité alimentaire en investissant à l'étranger. Bien sûr, ils ont continué à investir sur le plan local, on pourra en parler, en construisant des infrastructures de stockage, en développant certaines productions très spécifiques, en utilisant à la marge de l'eau dessalée, par exemple. Mais ils voulaient surtout donc réduire leur vulnérabilité en investissant à l'international. Donc il y a deux phases à retenir en termes de projection à l'international, en termes d'investissement. Je dis, c'est des pays qui sont très marqués par les défaillances, notamment en 2008, quand on a eu la crise alimentaire mondiale, où certains États comme la Thaïlande, comme l'Inde, qui sont des gros pays exportateurs de riz, le riz qu'on consomme énormément dans les pays du Golfe, ont arrêté d'exporter, en protégeant avant tout leur marché. Ça a exposé les pays du Golfe à de l'incertitude, à de l'insécurité, et aussi à une multiplication de leurs factures des importations extrêmement importante, multipliée par 10 entre 2000 et 2008, ne serait-ce que sur le riz. Donc on a eu une première phase que je qualifierais un petit peu rapidement d'investissement à tout va, un moment d'accaparement foncier qui a été décrit par la société civile, un moment d'investissement foncier internationaux très bien documenté dans la fin des années 2000, à partir de 2005 et puis beaucoup après 2008, parce que le foncier était considéré aussi comme une valeur financière intéressante. Investir dans la terre, dans les sols, c'est un investissement fiable. Donc vous avez des stratégies dans chaque pétromonarchie du Golfe qui se sont appuyées sur la structuration d'outils financiers, notamment des fonds souverains qui ont créé leurs branches sur l'alimentation. Je pense à Assad Food au Qatar, donc, qui est le bras armé de l'alimentaire du QIA. C'est la même chose dans les autres Émirats du Golfe. Le roi saoudien de l'époque, le roi Abdallah, a créé sa propre initiative pour encourager les investissements internationaux dans l'agriculture. Donc il a mis son nom pour pousser des entreprises qui avaient prospéré en Arabie pour aller se projeter à l'international. Beaucoup d'annonces. Et puis finalement, dans les faits, pour être un peu bon courage pour les traducteurs, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. On a dit on va investir dans le foncier, on va vouloir produire au Soudan, en Éthiopie, au Mozambique et ailleurs. Pour autant, on n'avait pas l'accès à la mécanique, pas accès très faible aux semences de qualité, on n'avait pas l'accès aux produits aussi pour notamment les intrants de synthèse, notamment comme les engrais ou les produits de protection des cultures. Donc très peu de contrats se sont vraiment traduits dans les faits, à quelques exceptions, on pourra revenir là-dessus. Donc au-delà de ces difficultés techniques et politiques, on a eu un resserrement des stratégies, que je dirais de trois formes. Donc fini, à peu près fini, on va dire, sur l'Afrique, les investissements dans le foncier. On ne loue plus de la terre sur 50 ans ou 60 ans. Par contre, on passe des accords avec des entreprises locales, donc des systèmes de joint venture. C'est le cas de Al Dahra que vous voyez en haut sur la slide, dans le cas du Soudan, où voilà, la rhétorique 2008, la crise, la peur de manquer a fait qu'on s'est projeté pour investir au Soudan. Donc, premièrement, hein, fini les terres, mais plutôt des joint ventures. Le deuxième, c'est la question du financement des infrastructures. Donc là, dans les stockages, par exemple, les Émiratis, Dubaï et puis l'Arabie Saoudite ont investi au Kenya dans des infrastructures de stockage des grains. On peut penser aussi à Salik, le bras armé du PIF saoudien, donc le grand fonds d'investissement saoudien, le fonds souverain, qui a investi dans la transformation aussi, donc pour contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur dans des industries de transformation au niveau local. Hein, c'est le cas au Nigeria ou en Ouganda. Puis comment ne pas citer aussi Dubai Ports ou les grands
organisations, entreprises de gestion des ports que vous voyez aussi sur la carte, qui ont investi dans des infrastructures portuaires au Sénégal et dans d'autres pays pour aussi sécuriser l'ensemble de la chaîne. Le troisième point sur lequel j'insiste, c'est la transformation alimentaire, hein. C'est aussi transformer les produits sur place pour les exporter ensuite sur le territoire. Donc, on a vu plutôt des partenariats autour de l'agribusiness que l'investissement dans le foncier. Alors, les investisseurs, qui sont-ils? Vous avez à la fois des fonds souverains qui sont soutenus par l'État, hein. Le backing de l'État, comme le disait Madalena, est très important pour les pays du Golfe. Donc, je vous ai cité QIA avec Assad Food, Salik avec le PIF saoudien, l'Abu Dhabi Investment Authority, qui crée des entreprises privées, mais la frontière est très ténue entre le privé et le public dans ces pays-là. Je pense à Al-Dahra, à Genan aussi, du private equity aussi qui finance les étapes de transformation, donc de l'investissement. Et puis des institutions financières, la Banque islamique de développement, par exemple, la Banque commerciale de Dubaï ou la Dubai Islamic Bank. Donc, les banques sont elles aussi des investisseurs importants. Où est-ce qu'elles investissent en Afrique? Il y a trois zones principales. La première, l'historique, c'est l'Afrique de l'Est, qui est le premier hub d'investissement en termes de géographie. On le comprend, hein. Vous avez la mer Rouge qui sépare, des liens historiques entre l'Éthiopie, de la reine de Saba et l'Arabie saoudite. Vous avez aussi des terres fertiles, de l'eau à disposition, en tout cas dans la représentation des pays du Golfe, donc des liens historiques très forts. Donc Soudan, Éthiopie, Kenya, Tanzanie en Afrique de l'Est sont des zones très prisées pour les investissements. Émerge aussi la zone Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal qui se positionne vraiment comme un hub, qui veut vraiment essayer d'attirer les investissements sur le riz notamment. Le Nigeria aussi est un lieu d'investissement important sur le palmier à huile, où le riz et l'élevage. Ce sont des pays qui sont des portes d'entrée aussi sur un marché très important, dans lesquels on a un fort volontarisme de l'État. Donc ici, vous avez l'exemple d'un ancien personnage que vous allez reconnaître, Omar el-Bashir, hein, qui disait vouloir attirer les investissements. C'est la même chose dans les pays d'Afrique de l'Ouest. On a des cadres réglementaires, la taxation qui est plus facile. Et puis une troisième zone qui émerge, mais doucement, c'est le cas de l'Afrique centrale. Bon, il faut bien noter, hein, que les pays sur lesquels se concentrent les pays du Golfe aujourd'hui, le Sénégal par exemple, sont les pays qui investissent le plus dans leur agriculture, dans lesquels il y a déjà des politiques publiques de soutien à l'agriculture qui sont parmi les plus importants. À FARM, on a un observatoire qui vous permet de regarder un peu quels pays soutiennent le plus leur agriculture. Et donc, ce sont ces pays-là, par exemple. Donc, je terminerai avec les risques. Les risques géopolitiques complexes, quatre gros risques qui ont déjà été abordés sur le cas énergétique avec Madalena. Le premier, c'est la dépendance à des environnements politiques instables. Donc, les pays du Golfe investissent aussi en Europe de l'Est, par exemple, où la situation est relativement plus calme. Les investissements au Soudan, en Éthiopie ou en Égypte sont assez problématiques. Il y a eu des cas de grands patrons saoudo-éthiopiens qui ont été l'objet comment dirais-je, comment je pourrais qualifier ça, d'être récupérés par le pouvoir et mis dans une prison dorée il y a quelques années. En Égypte, au moment des printemps arabes, certains investissements ont été limités quand il y a eu le coup d'État ou l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Voilà, vous avez un ensemble de risques politiques comme ça. Puis les coups d'État, bien sûr, les révoltes populaires ont mis un petit peu de difficultés sur ces investissements dans les pays du Golfe. Euh, des tensions qui sont liées aussi à l'accaparement des terres. Vous avez ici, si ça vous intéresse, un excellent outil qui s'appelle Landmatrix, qui est développé par des chercheurs français, sud-africains, qui permet de tracer chaque investissement. Donc là, c'est le cas, je crois, des Émirats arabes unis. Où est-ce qu'ils investissent, dans quel pays, dans quelle production, sur les questions foncières. Bon, il y a eu beaucoup de tensions. On a la flexibilité sur la question de gouvernance dont Madalena parlait, se pose aussi sur les questions foncières avec voilà, des risques sociaux. Et puis, on a des États, hein, qui légifèrent aussi. La Zambie, par exemple, dit tout investissement doit produire de la nourriture ou de la production agricole et dont la moitié doit rester sur le pays pour que l'autre moitié soit exportée. Donc, on a des cadres réglementaires qui se modifient.
On a aussi une concurrence, hein. Le continent africain, c'est un territoire qui est très convoité par beaucoup de puissances, la Chine, l'Inde par exemple, et d'autres acteurs financiers. Donc on a une concurrence, des rivalités régionales et des investissements dans les zones stratégiques pour vraiment continuer à contrôler l'ensemble des routes commerciales. Je terminerai avec le risque logistique, sécuritaire et réputationnel. Hein, l'enjeu, c'est aussi la durabilité des modes de production dans les régions où l'eau manque parfois, où c'est un enjeu, dans le cas par exemple du Soudan ou de l'Afrique du Nord. On a aussi des problèmes sécuritaires avec des groupes militaires, des groupes djihadistes, de la piraterie, bien sûr, et puis des blocages contre certaines entreprises. Beaucoup d'investissements ne sont pas toujours en conformité avec les règles internationales. On pourra en parler dans la session de discussion au niveau de l'ONU, de la FAO. Il y a des règles internationales, des guidelines, des volontaires, des directives volontaires qui ne sont pas toujours respectées. Et puis, bien sûr, hein, investir en Afrique pour les pays du Golfe, ça représente une opportunité très importante. Madalena l'a dit, c'est un territoire d'opportunité économique dans lequel la population va doubler, où on a un vrai enjeu d'investissement économique. Ce serait peut-être ma conclusion pour finir là. Hein. Si les pays du Golfe ont renforcé leur résilience alimentaire en investissant dans l'agroalimentaire en Afrique, ils doivent gérer, hein, ces risques géopolitiques, ces risques réputationnels. Mais il ne faut pas oublier que l'investissement en Afrique dans le secteur agricole est absolument essentiel. On est aujourd'hui environ à 7 milliards d'investissements par an. Il en faudrait 45 pour pouvoir répondre à la demande alimentaire et anticiper la croissance démographique. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est le principal investisseur. Donc, peut-être pour faire un clin d'œil à ce que disait Madalena, pensez aussi la relation Afrique-Europe avec les pays du Golfe serait peut-être un moyen de développer l'investissement et le financement sur ces territoires. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très intéressant de voir et de comprendre l'évolution dans le temps et les facteurs déclencheurs de ces transformations stratégiques des États du Golfe sur le domaine alimentaire, qui est effectivement un enjeu clé pour eux comme pour les États africains. Je laisse maintenant la parole à Eleonora pour changer de thématique et discuter des interactions entre les investissements miniers et le secteur militaire, notamment pour le cas des Émirats arabes unis. Eleonora, je vous laisse la parole pour nous livrer votre analyse sur ce sujet. Thank you. Thank you to the IRIS for the kind invitation, and good morning to all the panelists and also to the public. Differently from the other Gulf monarchies, in the strategy of the United Arab Emirates, it can be identified a nexus between mining investments abroad and defense. The UAE is especially investing in dual-use minerals and metals, copper, lithium, tantalum, and so on, mainly in Africa, but also in Latin America and to a lesser extent in Southern Asia. These investments have accelerated since 3-4 years. In the Emirati strategy, investing in the mining sector has 3 defense-related dimensions. The first dimension is to support the growth of the national defense industry. Since the UAE is an arms exporter, Edge, which is the Emirati state-owned defense conglomerate, currently produces 201 defense products, from armored vehicles to electronic warfare. Over 20% of annual revenues of the Edge come from export, comprised to African countries. So Edge supplies 80% of its total production to the Emirati Armed Forces. The second defense-related dimension regards advanced technologies and artificial intelligence applied to the defense sector. Minerals, starting from copper, are fundamental to the technological sector,
and also for its functioning processes through renewable energy. The UAE, as you know, is heavily investing in artificial intelligence. Sheikh Tahnoon Al Nahyan, who is the brother and national security advisor of the Emirati president, Mohammed bin Zayed, and also is the vice ruler of Abu Dhabi, chairs both the main artificial intelligence company of the country, G42, and he chairs also the main mining company called International Resources Holding. The third defense-related dimension regards the Emirati goal of implementing the national climate change strategy of the armed forces, launched in 2023 to reduce their carbon emissions. Minerals are key also to the technologies behind the renewables. The Emirati Defense Ministry is partnering with the state-owned company Masdar to develop solar plants in Abu Dhabi to produce renewable energy for the defense sector. So far, there isn't a direct cause-effect relation between Emirati mining deals abroad and military defense agreements in the same countries. However, in the Emirati strategy, a spillover effect from economic commercial interests to military interests exists, and it's part of a broader trend. For instance, in many of the African countries in which the UAE invested in port infrastructures, and this point was already mentioned in previous presentations, port infrastructures are also critical for minerals export. In many of these countries, cooperation in the military defense field has then followed, such as in Tanzania, Angola, Democratic Republic of Congo, and also in Somaliland. The Emirati investments in the mining sector generate military implications, of course. Also because the UAE needs to protect its economic investments abroad and its supply chain. In countries where the UAE has relevant economic and mining interests, military cooperation is centered on defense industry, on procurement agreements to support allied governments. In the rest of Africa, the UAE tends to partner with the governments on defense capacity building, military training, and also on maritime security. To conclude, the linkage between the Emirati investments in ports, mines, and logistics hub in Africa has raised the interest of the United States. In 2024, the US designated the UAE as a major defense partner. Only India received this status before. And the designation statement stressed US and UAE's willingness to cooperate with investments in the supply chain of critical minerals in Africa. A joint venture between a US-based company and a UAE company, the joint venture is called Orion Abu Dhabi, has been recently established just to invest in metals and mining companies also in Africa. In my view, however, the UAE isn't likely to forge a structured mining cooperation with the US in Africa, since this would be perceived as a move aimed at countering China. While the UAE has built its economic and military role in Africa so far, just on presenting itself to African governments and business circles as an alternative player to both the US and China. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Maddalena, pour... pardon.
Eleonora, pour cette intervention. Euh, Samy, Ramdani, je vous laisse la lourde tâche de clore cette première partie de table ronde avec peut-être quelques éléments sur les visions et la gestion intégrale des chaînes de valeur sur le secteur minier cette fois. Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Focus sur le secteur minier. Aux Émirats et en Arabie Saoudite, deux acteurs ont émergé récemment et donc visent à fournir l'approvisionnement nécessaire en minerais à leur pays, que ce soit pour la transition énergétique, le secteur numérique ou le secteur de la défense, comme ça vient d'être évoqué. L'International Resources Holding, qui vient d'être cité pour les Émirats, et Manara Minerals pour l'Arabie Saoudite. International Resources Holding, que j'appellerai IRH maintenant, a été fondé en 2022 et c'est une filiale de l'International Holding, l'empire commercial du conseiller à la sécurité nationale des Émirats et frère du prince héritier, Tanoun Ben Zayed Al Nahyan, qui vient également d'être nommé. La stratégie de l'IRH, c'est d'acheter directement des concessions minières plutôt que de fournir des investissements à d'autres acteurs pour s'approvisionner en matières premières. Pour ce faire, elle passe généralement par des joint ventures, alors que Manara, fondée en 2023, co-entreprise de Ma'aden, le Saudi Aramco des minerais, on peut dire, et le PIF, le fonds souverain saoudien. Elle, Manara, vise à sécuriser l'approvisionnement en métaux de l'Arabie saoudite via des investissements minoritaires dans des projets déjà établis de sociétés minières de premier plan. La différence entre l'IRH et Manara peut s'expliquer par le fait que les Saoudiens disposent de ressources minières sur leur propre territoire, ce qui n'est pas le cas des Émiratis. Et donc les Saoudiens ne cherchent qu'à s'assurer des approvisionnements complémentaires, tandis que les Émiratis cherchent un contrôle plus ferme sur les chaînes de valeur. Justement, ce contrôle, donc, il passe par une vision holistique des chaînes d'approvisionnement qu'on retrouve aussi tout de même chez les Saoudiens. C'est évoqué dans la présentation précédente, la sécurisation des approvisionnements en minerais, elle ne passe pas que par des investissements dans les capacités de production, mais aussi par des investissements dans les infrastructures de transport. Pour ce faire, donc, on a des entreprises publiques, notamment émiraties, en pleine croissance, DP World, troisième exploitant portuaire au monde, et AD Port Groups pour Abu Dhabi. Et avec ça, donc les Émiratis, avec ces entreprises, ont les outils nécessaires pour bâtir un écosystème d'infrastructures qui est cohérent. Mohamed Akouji, le patron de TP World, a même affirmé que si son entreprise prévoyait d'investir 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années dans la construction d'infrastructures portuaires en Afrique, c'était justement pour répondre à la demande croissante en minerais critiques. DP World et AD Ports Group exploitent ou développent plus de 15 actifs portuaires en Afrique. En mars 2022, DP World a acquis la société sud-africaine Imperial Logistics, le plus grand distributeur du continent. La mise en cohérence des investissements dans le pays, dans les pays qui disposent de ressources minières, peut même dépasser cette complémentarité production-transport pour inclure donc l'approvisionnement en électricité, c'était évoqué avec l'exemple de Masdar, et même parfois des secteurs comme la santé. Cette mise en place d'un écosystème d'investissement, c'est une formule qui est particulièrement attractive pour des zones fortement en déficit d'infrastructures, ce qui est le cas de l'Afrique. Toutefois, les investissements en provenance des acteurs du Golfe soulèvent l'inquiétude de devoir se reproduire les accords ressources pour infrastructures que pratique la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Ces accords ont parfois laissé les pays cibles dans des forts états d'endettement, avec des projets stagnants, etc. Justement, sur la concurrence avec la Chine, les similitudes entre les stratégies des acteurs du Golfe et celles de la Chine posent la question de la concurrence dans le développement de projets d'énergie renouvelable. Une coopération relativement bienveillante est constatée entre les acteurs chinois et ceux issus du Golfe. Les premiers contrôlent la fabrication des technologies bas carbone et les seconds acceptent cet état de fait en y voyant une opportunité d'accès à des technologies bon marché
qui leur permettent de concevoir des projets compétitifs économiquement. Dans le secteur minier, la concurrence semble plus agressive. En juillet 2023, les Émirats ont signé un protocole d'accord avec la Zambie pour l'exploration minière. En décembre 2023, IRH a fait son entrée sur le devant de la scène minière par l'acquisition d'une participation de 51% dans la mine de cuivre de Mopani en Zambie. Et ici, elle a doublé le chinois Zijin Mining Group, qui semblait pourtant très bien positionné pour remporter le deal. Après Mopani, en 2024, l'IRH s'est encore confronté aux intérêts chinois en essayant cette fois de doubler JCHX Mining Management pour l'acquisition d'une participation de 80% dans la mine de cuivre zambienne de Lubambe, alors que l'entreprise chinoise avait déjà conclu un accord avec le propriétaire, mais que le transfert de propriété n'avait pas été finalisé. Finalement, IRH n'a pas remporté le bras de fer engagé avec JSHX Mining, mais ces éléments posent question. Une intensification de la concurrence entre acteurs du Golfe et acteurs chinois dans le secteur minier pourrait-elle tendre les relations dans les autres maillons des chaînes de valeur de la transition énergétique? Justement, sur la question du positionnement au sein de ces chaînes de valeur de la transition énergétique, l'Arabie Saoudite veut se positionner au centre de celle-ci en promouvant un concept, celui de super région. Donc, je le disais, l'Arabie se positionne en tant que plaque tournante de la diplomatie minière internationale en organisant le Future Minerals Forum depuis 2022. Et le Royaume entend également s'imposer en tant que plaque tournante des chaînes de valeur du secteur minier. Pour cela, donc, elle développe un narratif qui est basé sur le concept de super région. Et ce terme de super région, il a été forgé par la société de consulting Wood Mackenzie dans un livre blanc qui a été présenté à l'édition 2024 du Future Minerals Forum. La super région, donc vous le voyez, elle s'étend de l'Asie centrale, Asie du Sud, à l'Afrique, en passant par le Moyen-Orient. Et selon le ministre saoudien des Investissements, elle posséderait au moins un tiers des ressources naturelles mondiales. Grâce à ces ressources financières, l'Arabie saoudite aspire à jouer un rôle important dans le développement des ressources minières de cette super région. Située géographiquement au centre de cet espace, elle ambitionne de devenir le hub de transformation et de valorisation des ressources qui contient. Lors de l'édition 2025 du Future Minerals Forum, le directeur exécutif du forum a clamé, je cite, Nous sommes la voix de ce qu'on appelle la super région. Donc ça apparaît un peu comme une déclaration incantatoire. La super région est donc, on peut le dire, une représentation géopolitique des dirigeants saoudiens dont ils espèrent que l'expression soit performative de façon à imposer l'Arabie saoudite comme un leader au sein de cet espace géographique dont le point géopolitique ne fait que croître. Un point important des stratégies des Émiratis et des Saoudiens dans le secteur minier, c'est le non-alignement géopolitique comme un vecteur d'attractivité pour les États du Golfe. Enfin, un vecteur d'attractivité. Donc pour les pays riches en ressources minières, la montée en puissance des États du Golfe représente une alternative pour l'investissement qui permet d'atténuer l'impact de la confrontation entre les intérêts occidentaux et chinois. Parce que les intérêts occidentaux et chinois sont généralement exclusifs entre eux, mais savent se coordonner chacun avec les intérêts des acteurs issus du Golfe. Et pour les pays riches en ressources minières, il s'agit de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, selon l'expression employée par le président zambien Hichilema. La diplomatie américaine elle-même encouragerait, donc c'était également évoqué dans la présentation précédente, les investissements des États du Golfe dans le secteur minier, des zones que les acteurs occidentaux estiment trop risquées pour s'implanter, et ce afin de limiter le rôle de la Chine. C'est particulièrement le cas en Afrique. Les États-Unis donc voient d'un bon œil le rôle croissant des États du Golfe dans le secteur minier, car ils pourraient contribuer à briser le monopole de la Chine sur les chaînes de valeur des minerais critiques. Pour les entreprises minières internationales qui cherchent donc à surmonter les limites imposées par la confrontation entre les États-Unis et la Chine,
la péninsule arabique offre un lieu entre guillemets neutre pour développer leurs activités, que ce soit la transformation ou même l'installation du siège social. Un exemple, alors que la Chine contrôle les deux tiers, les deux tiers du marché de la transformation du lithium, la société minière autrichienne European Lithium a annoncé en juillet 2024 qu'elle avait signé un accord avec l'investisseur saoudien Obeikan Group pour créer une autre coentreprise qui développera et exploitera une usine d'hydroxyde de lithium en Arabie saoudite. Le but, c'est d'alimenter notamment les chaînes de valeur pour la fabrication des batteries des BMW électriques. Et donc cette usine, la deuxième du genre en Arabie Saoudite, sera approvisionnée en matière première qui est extraite en Autriche. Et donc là, on le voit, les ambitions dépassent même largement la géographie de la super région. Un lieu neutre pour faciliter les échanges internationaux tout en se plaçant au cœur de ceux-ci. C'est également ce que l'Arabie Saoudite entend proposer en organisant le Future Minerals Forum depuis 2022. Il faut savoir qu'à chaque voyage d'une délégation saoudienne à l'étranger pour visiter des exploitations minières et potentiellement investir sur place, on a une invitation au forum qui est présentée, accompagnée d'une incitation à explorer les opportunités d'investissement dans les mines saoudiennes. Ça a été le cas au Brésil, au Chili, etc. Pour ce qui est des approvisionnements, les Émirats et l'Arabie saoudite sont considérés par les consommateurs occidentaux comme des solutions viables à la question de la dépendance aux approvisionnements chinois, bien que dans la péninsule arabique aussi, les questions de transparence et de normes pourraient causer des problèmes aux acheteurs européens. Enfin, j'aimerais conclure en soulignant l'intérêt stratégique de ces investissements pour les États du Golfe. Les pays occidentaux déclarent avoir les valeurs démocratiques et les droits civils pour boussole de leur politique étrangère. Pour autant, ces principes n'ont jamais été exprimés avec beaucoup de véhémence à l'égard des monarchies du Golfe, qui ont pourtant des systèmes politiques autoritaires. Ça s'explique notamment par la volonté des Occidentaux de ne pas déstabiliser ces États, partenaires stratégiques au Moyen-Orient et garants de la stabilité des marchés énergétiques. La transition énergétique hors des énergies fossiles, en menaçant le statut de puissance énergétique des États du Golfe, induit une augmentation du risque sécuritaire pour les régimes qui sont en place, du fait d'une potentielle remise en cause de la complaisance occidentale. Alors, devenir un élément essentiel des chaînes de valeur des minerais critiques, c'est pour les États du Golfe, au-delà d'une source de diversification de l'économie, une garantie de sécurité renouvelée par le maintien d'une position centrale dans le système énergétique mondial. Merci beaucoup, Samy. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Euh, on prend, on prend pleinement conscience du rôle croissant que jouent ces acteurs en Afrique et sur les différents secteurs, qu'ils soient énergétiques, infrastructurels ou alimentaires. Je vous propose maintenant de rebondir sur ces interventions. Si vous avez des questions, euh, le micro va circuler dans la salle et vous pouvez lever la main. Je vous donnerai la parole. Vous pouvez également les poser en ligne et je me ferai la voix de vos interrogations. Bonjour, merci pour vos interventions très éclairantes sur ce sujet. J'avais peut-être deux questions. Une première pour Mathieu. Vous avez à un moment mentionné dans votre présentation, du coup, l'existence d'une agriculture à partir d'eau dessalée, d'eau de mer. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment se développe? Parce que ça paraît complètement invraisemblable et j'ose même pas imaginer le prix des denrées qui sont produites avec cette technique. Mais si vous pouvez nous en dire plus. Et peut-être aux autres intervenants, je me questionnais. Donc, vous avez bien effectivement décrit la politique d'investissement et la stratégie des États du Golfe en Afrique sur les secteurs miniers énergétiques et sur les chaînes de valeur de la transition énergétique. Vous avez dit donc effectivement qu'il y avait des confrontations parfois avec la Chine. Samy, tu en parlais à l'instant. Du coup, qu'est-ce que ça provoque comme réponse côté chinois? Parce qu'effectivement, j'avais pas ça en tête, ce côté un peu, voilà, côté occidental, on laisse les États du Golfe investir, ça permet de prendre des parts de marché aux Chinois sans rien faire. Mais qu'est-ce que ça provoque comme réaction côté chinois? Est-ce qu'il y a des représailles sur les pays du Golfe qui sont aussi, je pense, toujours d'importants fournisseurs de pétrole et de gaz de la Chine? Comment tout ça s'articule? Alors peut-être qu'on peut prendre les réponses dans l'ordre. Mathieu, si vous voulez bien répondre à la première et puis Samy prendra la seconde.
Merci. Merci pour la question. Donc, j'ai glissé ça parce que je savais que ça allait forcément attirer un petit peu l'intérêt parce que c'est une folie. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près, si on regarde que les eaux renouvelables, donc hors eau dessalée, 80% de cette eau, ça dépend un peu des Émirats ou des différents pays, mais va à l'agriculture. Donc, on a déjà une grosse utilisation de l'eau. Euh, on essaye un petit peu d'utiliser l'eau dessalée, mais c'est très limité à des productions qui ont une très très grosse valeur ajoutée. Sans quoi, c'est un gouffre économique. Pour autant, c'est pas la première fois que les pays du Golfe pourraient nous surprendre en termes de gouffre économique, hein. Quand l'Arabie Saoudite produisait du blé, elle était le 12e exportateur mondial de blé dans les années 90. La tonne de blé revenait en termes de production à peu près à $1 000 la tonne en Arabie, alors qu'elle s'échangeait à $100 la tonne au niveau international. Donc c'était un non-sens économique. Derrière, il y a des ramifications géopolitiques très importantes. Donc on se concentre sur des productions très spécifiques, notamment le maraîchage à haute valeur ajoutée ou le lait, par exemple, avec des firmes qui sont très connues, Almarai, par exemple, qui produisent beaucoup de produits laitiers transformés. Donc, on fait du fourrage au Soudan ou ailleurs, on le fait venir en bateau, et puis ensuite, on a des grandes usines de production de lait avec de la Primolstein, donc une vache européenne qui est dans des endroits climatisés. Ça consomme énormément d'eau hein, quand même, mais ce sont des industries assez importantes. Et puis, dans les plans stratégiques des différents pays du Golfe, dans les visions 2030 et consorts, il y a une dimension agricole avec un souhait d'être un peu plus autosuffisant. Et donc, ça passe aussi par l'utilisation de ces eaux non conventionnelles, mais ça reste vraiment très limité. Sur, euh, sur les tensions potentielles avec la Chine, justement, c'est pour ça que je concluais ma sous-partie dédiée à la concurrence avec la Chine sous forme d'interrogation plutôt. Est-ce que ça peut mener à des tensions plus tard? Parce que pour l'instant, du moins, j'en ai pas observé. À part cette compétition sur le secteur minier, notamment en Afrique, en Zambie particulièrement, où une fois les Émiratis ont gagné, une fois les Émiratis ont perdu, sur l'aval des chaînes de valeur de la transition énergétique, sur le développement de projets d'énergie renouvelable, on voit vraiment une intégration en bonne entente des chaînes de valeur entre acteurs chinois et États du Golfe. Aqua Power, par exemple, les Saoudiens ont une véritable stratégie chinoise, à tel point qu'ils viennent d'ouvrir un centre, le premier centre d'excellence à l'étranger. Ils viennent de l'ouvrir, en Chine pour développer des technologies bas carbone avec les Chinois. Masdar fait financer ses projets maintenant en Asie centrale, etc., avec des partenaires chinois. Et ils fournissent tout le matériel nécessaire à la construction de ces projets. Donc pour l'instant, on voit vraiment une intégration en confiance. Et de ce que j'ai lu de la littérature scientifique sur la question, la représentation géopolitique, pour reprendre cette expression encore une fois, des acteurs du Golfe vis-à-vis des acteurs chinois, c'est pas celui d'une menace ou d'une relation de dépendance comme on pourrait l'avoir ici en Europe. Alors, j'ai une question en ligne sur la question de la transparence des investissements des États du Golfe et la manière de mesurer leur présence sur le continent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite y répondre. Et j'aurais une question aussi pour Madalena, pardon, je vais y arriver, Eleonora, excusez-moi. Le président Trump débute aujourd'hui une tournée dans les États du Golfe, la première officielle depuis sa réélection. Quelles sont les perspectives diplomatiques et relationnelles entre les États du Golfe et les États-Unis depuis la réélection de Donald Trump? Thank you. I would like to add a couple of words about the balancing act between the GCC states and especially the UAE and China, also in Africa. Before answering to your question, the UAE has fully embraced the multipolarism in the global order, and this the UAE is also a member of the BRICS. And this means that in terms of international relations, the UAE is constantly trying to strike a balance between the US and China. And in Africa, this means that the UAE is also a competitor
of China. For instance, with regard to port infrastructures and to economic contracts. So multipolarism, but a really consistent competition feature that frames the Emirati policy also in Africa. With regard to your question on about the visit of President Trump in the Gulf, I think this visit will be strongly focused on economic deals. There's a lot of confusion instead in terms of possible diplomatic achievements of this visit. Economic deals with regard to trade, artificial intelligence, technology, and also I also envisage a lot of defense procurement and military related agreements. I think that in this phase, the US is focused on building some sort of indirect defense for the GCC states. This means supporting diplomacy and deals, for instance, a potential deal with Iran on the nuclear issue, but also try to stabilize the area. While on the contrary, I don't see in this phase the possibility by the US to achieve defense-focused deals providing direct defense to the GCC states. I think about security guarantees. So the visit will be centered on economic deals, and diplomacy will be nuanced. Most of all, trying to build indirect security for the GCC states, trying to provide them weapons in order to be able to defend in a highly unstable context. Thank you. Merci, Eleonora. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur la question de la transparence des investissements? Yeah, maybe I can say just it's in general extremely difficult to date to track, for example, foreign direct investments from Gulf players into Africa. And many of us working on this, we are basically discussing the need for a potential joint database for this, because there's no clear release of data. And this is an issue of transparency, as we don't really know exactly where the money is going into and where the countries, sectors, and so forth. This was exactly the same at the beginning with China 20 years ago. And there was a need eventually to create a database, and two were created, but basically building on news information and so forth. So the issue of transparency is a relatively important one at the moment that affects also how research is done. And I think there is the need again to work on for joint work on this, but at the same time to do more specific studies, country specific studies, where you can go more into the details and triangulate. I also wanted to say something else on the issue of China and the potential competition with China. And I agree with everything that was said. I think especially the UAE might play an increasing role as a new financier of African development, more than it's been to date. And we have seen it also with budgetary support in some countries, which is something important because the West is not doing it. And China, which is still extremely interested in Africa, but has learned its way through its loans over the last couple of decades, and has been slightly decreasing its engagement in that sense. And so countries like the UAE could become a more important player in financing Africa's development with returns. But it's still not
not super clear how that will happen. For example, in the case of Kenya, we know that they are providing some budgetary support, but more details at the moment are lacking. Yeah, so I'll stop here. Et juste quelques mots aussi pour pour répondre à la question de la transparence et de la mesure des investissements. Comme je l'ai dit dans l'exposé tout à l'heure, il existe un cadre qui est plutôt de l'ordre du volontariat, les VGGT ou les rails au niveau du Comité à la sécurité alimentaire mondiale qui mettent en place voilà, des recommandations sur comment faire. En 2008, enfin 2007-2008, il y a vraiment eu un gros enjeu d'accès à cette donnée. Et donc, la base de données que je vous ai présentée, Landmatrix, qui fait toujours un travail vraiment extraordinaire de renseignements, un peu comme ce que décrivait Madalena sur les coupures de presse, parce que c'est très difficile de savoir qui investit et où. Les États sont aussi assez peu enclins à partager l'information, hein, les États récipiendaires. Donc vraiment, si vous allez sur Landmatrix, ils ont fait un gros travail pour documenter sur les investissements fonciers, quels contrats sont effectivement signés, lesquels sont en opération, sur quel secteur, c'est géolocalisé. Donc là, on a une vraie base de données. C'était une forte demande de la société civile, hein, parce que le foncier, qui sont souvent des fonciers qui sont nationalisés, avec des droits d'usage. C'était très facilement remis en cause par les investisseurs. Et donc, ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, des morts aussi, et donc voilà, des enjeux de sécurité au niveau local pour l'accès des populations rurales au foncier. Mais toujours avec cette question maintenant avec la migration vers l'agribusiness, traquer, enfin faire le suivi des investissements et reste toujours quelque chose de très compliqué. Oui, Bonjour, je voulais déjà vous remercier pour votre intervention. J'avais deux questions. La première qui porte un peu sur l'agriculture. Pendant la crise du Golfe, on avait entendu parler au Qatar de la culture par hydroponie. Quelles sont les perspectives aujourd'hui dans cette région de ce procédé? Et la deuxième question, elle concerne la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Vous avez beaucoup parlé de tout ce qui est infrastructure portuaire. Je voulais revenir sur la connectivité aérienne qui est traditionnellement plus mise en place par le Qatar. Mais aujourd'hui, on voit des acteurs comme la société Terminal Holding aux Émirats, très proche donc de Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Est-ce que c'est un supplétif des ports, vu qu'ils sont très actifs en Afrique, je pense surtout en Mauritanie, en Somalie, ou est-ce que c'est un acteur de la sécurisation à part entière qui a d'autres objectifs que la sécurisation des matières premières? Mathieu, peut-être que vous pouvez répondre à la première question. Merci pour la question. Donc c'est effectivement en 2017, crise du Golfe, c'est les tensions entre l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe vis-à-vis du Qatar, avec la fermeture de la frontière, avec un blocus qui a été mis en route. Vous avez peut-être vu des images de rayons de supermarché au Qatar complètement vidés. Beaucoup de tweets là-dessus sur un peu de panique. Bon, ça nous rappelle aussi le moment du Covid. Donc effectivement, le Qatar a misé beaucoup dans le cadre de sa stratégie QNFSP, donc Qatar National Food Security Policy, enfin, Programme, pardon, sur la culture en hydroponie. Donc les cultures en hydroponie, c'est de l'agriculture qui est faite sur des substrats neutres artificiels. Donc c'est par exemple du coton, des billes d'argile. Et en fait, on a donc des environnements très fermés. J'aurais dû mettre une image, hein, c'est vraiment des usines ou des containers. C'est extrêmement fermé. On contrôle chaque arrivée de flux, de matières premières, d'eau, d'intrants, d'engrais, etc. Tout est très technologisé, mais ça produit des cultures en particulier, hein. C'est le cas des fruits, enfin des légumes. On ne fera pas des céréales en hydroponie parce qu'il faut de la grande surface, mais ça s'est effectivement beaucoup développé. Et le Qatar a été à un moment aussi assez en pointe avec l'appui des Néerlandais, notamment, qui sont très actifs sur le secteur de l'hydroponie. Donc ça s'est multiplié et c'est toujours le cas, c'est toujours un axe important d'investissement. Peut-être je laisserai les collègues répondre sur les ports et les infrastructures aériennes. En tout cas, juste pour dire que voilà, l'agriculture, les produits agricoles circulent par bateau et donc il y a eu une concurrence très forte, hein, sur la construction des ports et des terminaux portuaires dans les pays du Golfe. Les Émirats voulant se positionner comme la porte d'entrée qui permettrait de damer un peu le pion au Qatar qui est juste derrière et à Koweït et Bahreïn qui sont encore plus loin. Donc vraiment avec la construction de terminaux aussi, avec des outils de stockage de grains, par exemple,
dans la zone de Jebel Ali, par exemple, ou d'autres infrastructures portuaires. L'avion, c'est un peu plus compliqué. On transporte assez peu de produits, sauf des produits frais qui ont une dette rapide de consommation. Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments sur la question du secteur aérien? Yeah, just briefly, I'm not sure I fully got the question, but if it's about the role of aviation, basically in these three countries, I think Qatar and UAE are positioning themselves. But I think that most global trade goes through maritime routes, so those are they remain extremely significant. Aviation is an important sector, like for Qatar is a very significant one for the economy. For the UAE, increasingly, Saudi Arabia is also announced or like pledging to set up a new company. So it's definitely important, but we cannot forget that, again, maritime routes are fundamental for global trade. So I personally, I'm not like a maritime trade expert, but I don't think it's going to change anytime soon. So it will remain fundamental, and the UAE is way ahead the other two at the moment. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Alors moi, j'aurais une question à laquelle vous aurez peut-être chacun des éléments à apporter sur la question de la perception de ces investissements dans les pays récepteurs. Mathieu, vous avez mentionné la question de la conformité avec les normes internationales. On questionne aussi en ligne sur la question de l'expropriation des terres arables. Voilà, comment sont perçus les investissements du Golfe par les populations des pays dans lesquels ces États interviennent? Euh, Alors, je le vois selon trois modalités, la réception. Celle que j'évoquais, une source d'investissement supplémentaire et bienvenue dans un monde qui tend à se polariser de par la confrontation entre grandes puissances. Donc ça, c'est sur l'aspect positif. Ensuite, les deux autres aspects un peu moins positifs, une stratégie très similaire à la stratégie chinoise et donc une peur de l'endettement et de la mise sous dépendance qui pourrait être géopolitiquement problématique. C'est le deuxième aspect. Et enfin, le troisième, toujours avec les similarités avec la Chine, c'est la question de la transformation des matières premières qui est essentielle pour les pays qui les détiennent. Or, les États du Golfe n'ont pas l'air de vouloir contribuer à développer des capacités de transformation sur place, puisque tout l'objectif de leur stratégie, c'est de concentrer ces capacités sur leur territoire pour produire eux-mêmes les produits à forte valeur ajoutée. Donc voilà, une ressource d'investissement supplémentaire pour les États riches en ressources minières, mais des stratégies qui restent de l'ordre de la prédation. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter des éléments sur la question de la perception des investissements du Golfe? Yeah, maybe one element that generally comes up is that these countries seem to be faster in implementation, like we've seen with China, and seemingly more flexible. But as I mentioned, I think there is a learning curve that we'll see in the coming years because the relations are relatively new at the moment. So we'll have to see how they actually play out. And I agree with Sami that the relation is still largely extractivist at the moment, and risks continuing being so. There is no significant interest that has emerged in big manufacturing on the continent. So it's largely the resources that I mentioned. If you look at trade data, the resources being exported are not high value resources, are largely raw materials. So this is something that will need to be seen how it plays out. But I think it's also going to be depending on the country of presence. And largely there is an interest in welcoming more players across the continent.
Oui, merci Martin pour la question parce qu'elle est vraiment très importante et assez significative sur les questions agricoles. Hein, donc rappelez-vous, deux temps dans les investissements, d'abord à fond dans le foncier et après plus sur les chaînes de valeur. Donc si je prends la question de l'investissement dans le foncier, là clairement, il y a eu une très mauvaise réception de la part des populations, des organisations de la société civile par exemple, ou des mouvements paysans, des mouvements agricoles, à l'inverse des États hein, qui essayaient vraiment d'attirer les investisseurs bien renseigné par la littérature scientifique, beaucoup de cas d'attaques, je pense en Arabie, pardon, en Éthiopie, avec une société détenue par un milliardaire saoudo-éthiopien qui a fait l'objet d'attaques parce qu'il y avait de l'expropriation, il y avait du contrôle de certaines ressources en eau, de la pollution aussi due à l'utilisation de produits de synthèse qui étaient ensuite reversés dans la nature. Donc il y a eu des cas voilà, de manifestations, des cas de tensions assez vives en raison de cet enjeu d'expropriation des terres et d'accès à l'eau. On a beaucoup parlé de land grabbing, donc accaparement foncier, mais assez peu de water grabbing, donc d'accaparement des ressources en eau, qui est, je pense, tout au moins aussi fondamentale. C'est ce qui a conduit donc à l'élaboration de ces guidelines, ces règles volontaires ou ces directives volontaires au niveau international. Sur le deuxième point, sur les questions de plutôt maintenant qu'on est dans des investissements dans l'agribusiness, il y a trois points que je note importants. Donc une bonne partie, si ce n'est une ultra majorité des producteurs agricoles en Afrique sont des producteurs de petite taille qui ne voient pas et qui sont sous-représentés auprès des pouvoirs politiques, même si on a des syndicats et des mouvements paysans, qui ne voient pas directement l'impact bénéfique de ces investissements, parce qu'on est plutôt sur des formats de plantation, des formats plus grands, plus larges, donc avec plutôt du salariat agricole. Il y a très très peu de ce qu'on appelle de contractualisation avec des petits et moyens producteurs. Donc la profitabilité, le retour sur investissement, enfin disons l'investissement et l'impact sur les petits producteurs, elle est limitée. On a aussi toujours la question de la concurrence sur les ressources. Je pense notamment à un investissement fait par, je crois que c'est les Dubaï en Ouganda pour construire une zone industrielle qui a capté beaucoup de ressources en terre, beaucoup de ressources en eau. Et donc là, il y a aussi pas mal d'enjeux sur la concurrence sur les ressources. Et puis le troisième point, c'est la question de l'exportation, la priorisation de l'exportation. Donc il y a beaucoup de mouvements de la société civile qui sont très vigilants sur, notamment, je vous ai parlé du cas de la Zambie, hein, qui a mis en place ce processus de 50%, la production reste sur place, 50% est exportée. Donc très vigilant à ce qu'on n'ait pas voilà, des productions qui soient envoyées vers les pays du Golfe. Vous avez peut-être en souvenir l'image du Soudan où on a transformé le désert en production de luzerne et d'alimentation pour les animaux dans une région qui est très exposée, notamment en raison des guerres et du changement climatique, à l'insécurité alimentaire et aux famines. Donc on a quand même des petits décalages sur les objectifs sociaux. Et puis je terminerai juste par ce cas qui est toujours intéressant quand on regarde le Qatar, qui lui est un gros investisseur hein, avec QIA et d'autres, mais qui met aussi beaucoup en avant le soft power, c'est-à-dire l'investissement dans les questions de charities, donc plutôt d'humanitaire, en mettant en place des fondations qui vont financer aussi l'accès des petits et moyens producteurs aux outils de production, qui vont faire donc ce fameux schéma de contractualisation pour essayer de donner une image positive aussi à l'investissement dans certains pays d'Afrique. Merci Mathieu. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour clore cette table ronde? Non? Très bien. Eh bien, je vous propose d'en rester là. Merci à tous de vous être déplacés ce matin pour assister à cette conférence. Merci aux intervenants pour leur présentation et leur participation à cette table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la note sur le site de l'Observatoire Défense et Climat et vous pourrez donc lire plus en détail les différents éléments qui sont mentionnés et aussi accéder à un certain nombre de cartes et d'infographies qui pourront expliciter les propos qui ont été développés ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver pour les prochains événements de l'Observatoire. Merci.